à tous, ravi de vous retrouver pour la seconde partie de cette émission spéciale consacrée à la démocratie sur le continent africain. Je suis toujours en compagnie de mes invités, le docteur William McBlonon, politologue, et Valentin Bougaing, mon confrère journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour Fatih. Bonjour Fatih. Et merci d'être présents. On a parlé dans la première partie qui a été diffusée la semaine dernière de notion de démocratie. On a compris que c'était finalement plus un processus qu'une proclamation d'État dit démocratique. On s'intéressait la semaine dernière au peuple et j'aimerais qu'on revienne dessus parce qu'on parlait de cette notion de nation qui était inexistante sous nos tropiques, mais il y a aussi le recensement du peuple. Parce que le peuple aussi, c'est un nombre qui normalement doit être exhaustif lors des élections. Et en fait, on se rend compte que pour des raisons évidentes de logistique, on a du mal à recenser les populations dans nos États africains. En quoi ça influe sur la gestion des élections? Valentin Bougaing. Ça peut influer sur la gestion des élections dans le sens où, déjà, il faut bien connaître quelle est la population électorale d'un pays, quelle est déjà sa population, et au sein de la population également, quelles sont les personnes qui ont la capacité électorale. Tout ceci aussi est géré par la loi électorale. Donc, tant que les questions de recensement se posent encore, mais je pense que dans la plupart des pays africains aujourd'hui, on fait quand même des recensements à intervalles plus ou moins réguliers. La question ne se pose plus véritablement en termes de recensement en tant que tel de la population, mais en termes de capacité électorale des populations, en termes de recensement de la population électorale sur les listes. Parce qu'une élection, ça a un coût aussi. C'est-à-dire que l'aspect administratif, il faut que les personnes aient des pièces d'identité, des documents, en tout cas, qui sont nécessaires. Il faut aller parfois, on a des pays comme le Congo qui ont une étendue hors du commun. Il y a aussi une question de logistique. Et est-ce que ça ne biaise pas les données dès le départ ? Alors, nos États ont des problèmes qui sont des problèmes réels, des problèmes structurels, parce que, n'oublions pas, nous sommes des États en développement, pour faire joli. Sinon, en réalité, nous sommes des États pauvres. Donc, ça fait que nous avons des problèmes de pauvres. Nous n'avons pas la capacité de contrôler notre territoire. Déjà, dans certains pays, on ne connaît pas vraiment les frontières. Nous n'avons pas la capacité de sécuriser tous les territoires. L'administration, dans certains pays, ne couvre pas encore tous les territoires, etc. C'est parce que nous sommes dans une logique de fixation sur qui va gouverner que la question du recensement électoral pose problème. Parce qu'en réalité, que la population soit mal dénombrée pour parler des questions d'infrastructure et de développement, ça ne préoccupe personne. Personne ne dit, voilà un village dans lequel il y a assez de monde, mais on n'a pas assez d'hôpitaux. Ou personne ne sait, par exemple, le nombre de médecins qu'on a par centaines ou milliers d'habitants. Ça ne préoccupe personne. En fait, nous sommes rentrés dans une logique où tout est devenu politique et qu'il n'y a que les problèmes politiques qui nous intéressent. Donc, les questions d'élection nous intéressent, mais les questions de développement n'intéressent personne, les questions de progrès social n'intéressent personne. Sinon, en réalité, c'est une question secondaire. Parce que même si tout le monde était recensé, même dans les pays où tout le monde est recensé, tout le monde ne vote pas. Après, évidemment, il y a une forme d'instrumentalisation de ce recensement électoral qui pose problème, mais tout ça c'est lié, ça se greffe sur des faillites propres à l'État africain qu'il faut pouvoir régler. Alors restons sur l'aspect, on va dire, identitaire, parce que les processus électoraux africains ne sauraient être envisagés en dehors de l'environnement socio-culturel et politique dans lequel ils sont appelés à s'épanouir. Et vous le disiez la semaine dernière, la classe sociale, l'ethnie et la religion sont des facteurs explicatifs du sens du vote. Le vote est très identitaire en Afrique. Existe-t-il véritablement une place pour le débat idéologique ? Quand on regarde les élections, on n'assiste pas ou rarement à des confrontations idéologiques sur le plan économique, sur des projets de société. C'est plutôt à qui le tour d'être le nouveau dirigeant de ce pays. Oui, mais vous savez, tout ceci converge vers ce qu'on a dit peut-être plus ou moins la semaine passée, c'est-à-dire qu'il y a un double réductionnisme qui caractérise la démocratie. Quand on lui accole le qualificatif africain, eh bien, on réduit la démocratie en Afrique d'abord à l'élection.
On se dit, bon, c'est la démocratie électorale. Donc tout est mis, pratiquement, il n'y a que des élections qui comptent. Et ensuite, même pendant qu'on parle de démocratie électorale, on se fixe juste sur l'organisation des élections libres, transparentes et autres. Tout l'environnement institutionnel autour compte peu. Or, ceci est fondamental parce que ce que vous évoquez tout à l'heure, l'absence de vrais débats de fond sur des thématiques qui intéressent l'avenir du pays, c'est généralement dû à un fait. C'est le niveau d'éducation, le niveau éducatif. Or, nous savons tous que l'éducation, c'est la force motrice de la démocratie. Si vous n'avez pas d'éducation, des citoyens suffisamment éduqués, qui ont une vraie conscience des intérêts en jeu, qui ont une vraie capacité d'organisation pour défendre ces institutions, pour demander des comptes à leurs dirigeants, pour pouvoir les révoquer ou les sanctionner ou les reconduire. Tant qu'il n'y a pas cette éducation à la base, eh bien, tout le processus est faussé, est biaisé dès le départ. Alors, nous sommes dans des pays où l'éducation pose encore problème, où les droits qu'on appelle les droits de deuxième et troisième, les droits humains, je veux dire, de deuxième, troisième génération, sont marginalisés par rapport aux droits politiques. On a mis l'accent sur les droits politiques, des élections et autres, les gouvernants à élire, mais les droits sociaux économiques posent encore problème et c'est l'insatisfaction, c'est l'accumulation des insatisfactions dues donc au fait que les droits sociaux, les droits économiques, les droits environnementaux, culturels et autres ne sont pas suffisamment respectés. C'est l'insatisfaction due au peu d'offres politiques par rapport à tous ces besoins sociaux qui alimentent donc généralement la violence politique. Peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas suffisamment dit aux Africains, c'est que la démocratie divise. J'ai souvent, coutume de dire aux étudiants que c'est le plus grand commun diviseur. La démocratie divise tout, divise la population en gouvernant, gouverner, divise les gouvernés en majorité opposition, divise l'opposition, divise la mouvance. La démocratie divise. Et quand elle finit de diviser, elle tombe dans les pays développés sur des individus. Et dans nos sociétés, tout ce qui lui reste, c'est des groupes. Alors, les individus, on peut les fédérer pour pouvoir construire quelque chose. Donc, pour les fédérer, il faut un ciment. Ce ciment, c'est l'idéologie. Mais chez nous, quand on finit de diviser, on tombe sur des groupes sociaux. Et ce qui caractérise les groupes sociaux, c'est l'identité. Donc, ce qui fait que d'un côté, nous avons l'idéologie qui peut prendre parce qu'on aboutit à l'individu, donc à l'individualisme. Mais chez nous, puisque nous n'avons pas encore la conscience individuelle, nous avons des consciences de groupe, on aboutit à des groupes, donc on aboutit à des individus et à l'identité. C'est ce qui fait que la démocratie est beaucoup plus problématique parce que en termes d'idéologie, on se bat moins que lorsqu'on est en termes d'identité. Lorsque vous allez à des élections sur la base de votre idéologie qui échoue, vous ne vous sentez pas engagé. Enfin, si vous avez cru en quelque chose qui n'a pas marché, mais c'est la frustration ou ce que vous ressentez n'est pas la même chose que lorsque vous avez l'impression que votre groupe identitaire a échoué. On se bat beaucoup plus pour l'identification sociale que pour l'identification idéologique. Donc, ce qui fait que nous sommes à un niveau de conscience qu'il faut encore, comme il a dit, avec l'éducation, améliorer. Est-ce que c'est peut-être un début de réponse que vous donnez à la question que j'allais vous poser. Comment comprendre qu'en Afrique, la population, on entend l'instrumentalisation des politiques, mais la population répond avec une telle promptitude aux appels à la haine, à la violence des hommes politiques, quels qu'ils soient. Comment est-ce encore possible au XXIe siècle parce que la plupart, de prendre des armes pour une personnalité politique? Parce que la plupart des demandes, je parlais tout à l'heure des droits, de l'insatisfaction des droits économiques et sociaux. La plupart donc, des populations, dans la plupart des pays africains en tout cas, vous avez une grande dose d'insatisfaction au sein de la population. Les attentes les plus élémentaires ne sont pas comblées. L'offre de la fourniture, la fourniture des services publics, par exemple, essentiels. Vous avez plein de pans en Afrique où il n'y a pas
Et plein de territoires, il n'y a ni eau, ni électricité, ni rien. C'est-à-dire les besoins essentiels de la population même manquent. Comment établir une démocratie viable dans un tel océan de pauvreté, de paupérisation, où les gens manquent pratiquement de tout? Donc l'insatisfaction dans des attentes sociales crée des frustrations et à la première occasion, les gens sont prêts à descendre, à revendiquer ces droits-là par la violence. Parce qu'il y a aussi ce processus d'accaparation des biens par certains pouvoirs qui fait en sorte que ceux qui ne bénéficient pas donc des retombées du pouvoir en place pensent que la meilleure façon de le faire, c'est de prendre les armes et renverser le pouvoir en place par la violence. Donc on crée finalement des logiques de vengeance et pas d'alternance démocratique. Malheureusement, dans la plupart des cas, il y a plutôt des logiques revanchardes qui se créent. Vous avez des gens qu'on a décrits à l'époque comme étant des grands opposants historiques à la dictature et autres, et qui savaient, une fois dans l'exercice du pouvoir, qui savaient des pires autocrates. On le voit même aujourd'hui encore en Afrique et même en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, c'est vous dit. Donc il y a ces perversions de cheminement démocratique normal qui sont dues essentiellement à ce que j'appelais la modicité des dividendes démocratiques en termes de satisfaction des besoins élémentaires. Parce que la démocratie en elle-même, la démocratie pour la démocratie, ça ne mène nulle part. C'est la démocratie pour régler les aspirations des populations. Et quand celles-ci ne le sont pas, c'est la porte ouverte à tout. Alors, intéressons-nous à l'élection elle-même. Selon un rapport sur la gouvernance en Afrique, certains partis et dirigeants sortants donc accaparent les ressources publiques pour mener campagne et sollicitent les organismes de sécurité du pays. Ces éléments font lourdement pencher la balance en faveur du parti au pouvoir au détriment de l'opposition. Messieurs, on a vu des chefs d'État en exercice ne pas pouvoir être reconduits, mais est-il encore possible au jour d'aujourd'hui qu'un président sortant ne puisse pas être élu à l'élection présidentielle de son pays? Oui, il y a des pays où ça peut encore se reproduire. Je pense que ce n'est pas exclu. Et d'ailleurs, de plus en plus, ce sera possible parce que on a toute la société civile aujourd'hui qui est de plus en plus impliquée dans le jeu électoral. C'est vrai que ça a ses effets pervers, mais je pense qu'on va vers des processus qui seront de plus en plus démocratiques, à mon avis. Mais il faut faire attention. Nous sommes dans des logiques aujourd'hui où tout est tourné vers le politique. Tout est devenu politique. Et on a un peu comme l'impression que c'est le cœur du vivre en commun. C'est celui qui gouverne, qui doit nous gouverner, comment est-ce qu'il est élu, est-ce qu'on est prêt même à donner sa vie pour ça. Et je crois que c'est une perversion de la démocratie. Il faudrait qu'on fasse très très attention parce que c'est vrai, c'est très important que les pays soient bien gouvernés, c'est très important que les gens soient bien élus, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est vraiment pas la fin de la démocratie au point où quelqu'un donnerait sa vie pour ça. J'aimerais qu'on s'intéresse aux opposants, vous en parlez tout à l'heure. En Afrique, ils sont qualifiés d'historiques. La plupart d'entre eux ont été contraints à l'exil ou voire même incarcérés pendant leur expérience d'opposants. Déjà, peut-on dire qu'en Afrique, l'opposition est muselée? Première question. Et puis, j'aimerais qu'on s'attarde aussi sur leur crédibilité, messieurs. Parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte que la plupart des opposants ont été des proches collaborateurs du pouvoir qui disent aujourd'hui vouloir combattre. Certains sont même enrichis en tant qu'acteurs économiques grâce au clientélisme ou aux largesses du pouvoir en place qui disent maintenant vouloir combattre. Et ceux qui n'ont fait ni l'un ni l'autre avaient le temps de préparer des programmes avec une véritable vision digne de ce nom, et ce n'est pas le cas. On a envie de se demander quelle est la crédibilité de l'opposition sur le continent africain. Deux choses. La première, c'est le fait que, vous le relevez entre les lignes, c'est la faiblesse en réalité, la faiblesse des contre-pouvoirs en Afrique. Vous avez des pouvoirs qui sont instaurés, c'est pour ça qu'on a parlé tantôt des démocraties formelles par opposition à la démocratie substantielle, comme disait un auteur Schumpeter. Alors, nous sommes la plupart du temps dans le cadre des démocraties formelles, c'est-à-dire que toutes les institutions
démocratiques qu'il faut, qui concourent donc à ce qu'on appelle un pays démocratie, existent. La plupart du temps, ces institutions existent. Mais dans la pratique, est-ce que les valeurs qui légitiment donc ces institutions démocratiques, est-ce qu'elles sont respectées? C'est ça la question. Et ceci a produit en Afrique un pluralisme, le cheminement démocratique a produit un pluralisme politique qui est cité parmi les gros avantages du processus de transition démocratique depuis 30 ans. C'est un gros avantage, c'est une grosse avancée, et bien c'est le retour des partis politiques sur la scène en nombre. En qualité, ça, c'est discutable. Mais en nombre, en tout cas, le pluralisme politique existe. Mais ces partis, comment fonctionnent-ils? C'est ça la question, le deuxième fait qu'il faut relever. Ces partis fonctionnent plus ou moins de façon démocratique. Vous avez des partis qui sont autant... William décrivait tout à l'heure donc les dérives présidentialistes des partis des régimes politiques africains qui aboutissent pratiquement à la déification du président de la République qui devient le Dieu sur terre. Autant vous avez ce processus au niveau du pouvoir, autant dans l'opposition vous avez pratiquement une pratique semblable. C'est-à-dire que vous avez des partis qui ont été créés par des pères fondateurs également, et ces pères fondateurs sont là pratiquement à vie. Pratiquement à vie. Et lorsqu'ils s'en vont, par un mécanisme naturel ou par autre chose, le parti est handicapé et ça se ressent tout de suite avec les changements des dénominations des partis, la floraison des partis, et cet émiettement de l'espace politique par des partis politiques finalement qui n'ont de partis politiques évidemment que de noms, eh bien cet émiettement est plutôt nocif pour la démocratie. Mais comment expliquer qu'ils n'arrivent pas à faire l'unanimité, à être plébiscité, puisque on se doute qu'au moins la moitié de la population veut peut-être changer de gouvernant. Mais comment se fait-il que l'opposition n'arrive pas à convaincre? Encore une fois, au-delà des difficultés qu'ils rencontrent, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de crédibilité de leur part? Alors, n'oublions pas une chose. Nous sommes dans ce qu'on appelle des États patrimoniaux, c'est-à-dire nous sommes dans des systèmes politiques où celui qui dirige a tous les pouvoirs. Et il a droit de vie et de mort sur les citoyens, tous les pouvoirs lui appartiennent, il a le pouvoir économique, c'est lui qui peut décider de qui peut être riche ou pauvre dans le pays, il a tous les pouvoirs dans tous les domaines de votre sécurité, de tout. Donc, ce qui fait que dans un tel contexte, celui qui n'a pas le pouvoir n'est rien. En réalité, les partis d'opposition ne sont rien. Et les leaders d'opposition ne sont rien d'autre, ne sont rien. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les opposants sont à l'image du peuple. Ils sont à l'image du peuple, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui ont la conscience, du moins, que le travail de construction d'un projet de société et autres peut conduire au pouvoir. Pour les opposants comme pour le peuple, il faut être au pouvoir et prendre sa part du gâteau. Et d'ailleurs, ceux qui sont au pouvoir aussi n'imaginent pas les choses autrement. Donc le pouvoir est toujours le lieu où l'on prend sa part du gâteau. Donc les opposants n'attendent que d'arriver au pouvoir pour avoir leur part du gâteau national. Donc en fait, il y a une conscience du pouvoir qui est toujours le lieu de récréation ou un festin. C'est toujours un espace où on vient se satisfaire. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qui est à la touche ait une autre aspiration que celle d'arriver au pouvoir? Mais en réalité, ce qui complexifie le travail pour les opposants, c'est parce que celui qui est au pouvoir a les moyens justement de déconstruire tout ce que fait l'opposition. Parce que comment voulez-vous que l'opposition soit convaincante si elle n'a pas les moyens de nourrir un peuple affamé, comme le disait tout à l'heure Valentin. Donc la paupérisation fragilise le travail de formation politique que l'opposition devrait faire, et ça donne, on a l'impression que l'opposition ne fait rien, mais en réalité, elle ne peut pas faire davantage. Mais est-ce que aussi les politiciens, les dirigeants africains ont vraiment préparé, j'ai envie de dire, une nouvelle génération à prendre le pouvoir? On va parler de la longévité et vous allez aussi répondre à cette question. Parce qu'on a l'impression que dans nos États, le vrai problème est moins l'âge des dirigeants. Hein. C'est vrai que pour certains, ils sont d'un certain âge, mais c'est plutôt peut-être la longévité au pouvoir. Comment une nation pourrait-elle dépendre indéfiniment d'un homme, d'un seul homme, aussi providentiel soit-il?
Est-ce concevable sur le plan intellectuel? Bon, il y a eu des hommes providentiels par le passé, hein, dans d'autres sociétés, même non africaines, et ça a marché. Mais avant, je voulais quand même nuancer, ne pas généraliser en fait quand on parle de l'opposition. C'est vrai qu'on a tant de ressentiments vis-à-vis de ce que font certains opposants, mais ce n'est pas tous qui le font ainsi, hein, qui prennent la politique comme une espèce d'instrument pour pouvoir parvenir donc au partage du gâteau national. Non, il y a quand même des personnes valables, sérieuses, qui se battent avec leurs moyens. Mais c'est difficile parce que fondamentalement, les sociétés politiques africaines, en tout cas les pouvoirs même, n'ont pas intérêt à ce qu'émergent des oppositions fortes. Et à ce problème-là qu'il a soulevé justement, le problème de l'implication du pouvoir pour faire en sorte finalement que les contre-pouvoirs soient assez dociles. Maintenant, il y a aussi, de façon intrinsèque, il y a la faiblesse programmatique même des partis politiques. Les partis politiques ont des missions, hein, dont celle de la formation de l'opposition, de l'opinion publique, et celle non moins importante de la sélection des élites et finalement de la sélection des gouvernants. Ce sont des caractéristiques assez fondamentales qui donnent tout leur poids aux formations politiques, en tout cas aux partis politiques. Maintenant, le contexte dans lequel évoluent ces partis, le fait que le parti au pouvoir généralement dispose de tout l'arsenal qu'il faut pour les réduire au silence, ça joue aussi en leur défaveur. Mais cela dit, malgré tout ceci, malgré tout ce contexte assez difficile, il y a des partis politiques, des partis d'opposition en Afrique qui sont parvenus à renverser des pouvoirs bien établis qu'on croyait indémontables. Ou des gens de la société civile qui ont été plébiscités par les peuples. Oui, oui, donc il y a toujours de la marche, mais l'essentiel déjà c'est qu'à la base, il faut avoir des oppositions sérieuses, fortes, animées par des personnes qui sont vraiment pénétrées des valeurs démocratiques. Or ça manque un peu quand même. Il y a quelques personnes qui émergent, mais dans la plupart des cas, on voit des personnes, d'ailleurs le phénomène de la transhumance politique, du nomadisme politique, quelqu'un qui est élu sous la bannière d'un parti et à peine quelques mois plus tard, il plie âme et bagages pour aller dans une autre formation politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui essaient d'encadrer ça dans divers pays pour prohiber donc cette transhumance politique, mais tout ceci a participé à décrédibiliser un peu les oppositions en Afrique. Sur la longévité au pouvoir, c'est vrai qu'il y a historiquement en Afrique, après les indépendances, il y a eu des précédents fâcheux. Des présidents fâcheux, des partis uniques et des dirigeants à vie qui sont morts au pouvoir. Et qui sont restés, qui sont morts au pouvoir. Et tout ceci a donc fait en sorte que la revendication d'une limitation de pouvoir faisait partie des revendications fondamentales de ceux qui aspiraient à la démocratie à la fin des années 80-90. Il y a ceci. Mais quant à l'homme providentiel lui-même, c'est vrai que certains ont dit, bon, la démocratie, ce n'est pas des hommes forts, c'est des institutions fortes. Oui, mais les institutions sont fortes comment? Ce ne sont pas des institutions qui sont importées. Elles sont assises sur des réalités sociales. Quelles institutions viables vous avez dans des pays pauvres? Comme il faut le soulever aussi, la plupart des pays les plus pauvres au monde, en fait, se trouvent en Afrique. Malgré le fait que, bon, vous avez des classements mondiaux où on dit, oui, ça c'est une démocratie avancée. Regardez le Mali, où il se trouve aujourd'hui. C'est un pays qui était dans un cheminement démocratique, mais qui a connu, malgré ce cheminement démocratique, déjà un coup d'État et aujourd'hui des revendications sociales fortes qui sont dues à l'insatisfaction, encore une fois, des besoins économiques fondamentaux des populations. Ce qui relativise la question de l'homme providentiel. Parce qu'ailleurs, si l'homme providentiel a pu exister au Japon ou à Singapour, ou même en Corée du Sud, qui est aujourd'hui une grande puissance économique florissante, si l'homme providentiel a existé, c'est parce que cet homme-là a pu véritablement se mettre au service de l'intérêt général. Ce qui manque très souvent en Afrique, non seulement se mettre au service de l'intérêt général, mais également développer ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne gouvernance. Sans bonne gouvernance, vous allez avoir toutes les démocraties formelles bien établies du monde, un parlement qui légifère, un exécutif, un système judiciaire plus ou moins indépendant. Et vous avez beau avoir tous ces dispositifs, et bien sûr, vous n'avez pas une gouvernance qui émerge de ces dispositifs et qui soit capable donc, de répondre aux besoins sociaux élémentaires de la population, et bien ce sont des démocraties qui vont faire faillite. Donc la question de l'homme providentiel, je la relativise parce que dans certaines sociétés, ça a marché avec les deux facteurs que j'ai indiqués tout à l'heure. Déjà, la
l'intérêt général du peuple à préserver, l'intérêt général, et on l'a vu en Corée du Sud avec le général Park, sur une bonne période de temps, on l'a vu à Singapour avec son Premier ministre, eh bien ça a marché. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de sortir de plus en plus de cette logique de l'homme providentiel pour privilégier la logique de la construction institutionnelle. Mais encore une fois, il faut faire en sorte d'éliminer tous les biais qui empêchent dans les institutions d'être fortes. Peut-être pour ajouter deux petits points. Le premier, c'est que ce n'est pas à un homme de préparer la nouvelle génération. Ça, je crois que c'est une erreur. C'est dans les partis politiques que se construit l'avenir. Donc, ce n'est pas un individu qui va préparer, qui prépare la relève. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'aujourd'hui, les systèmes politiques sont tels que l'homme providentiel ne peut même plus prospérer. Simplement parce que pour que l'homme soit providentiel, il ne faudrait pas qu'il soit au four moulin. Il ne faudrait pas qu'il ait tout le pouvoir. Or, aujourd'hui, nous avons des présidents qui ont les mains dans le cambouis. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est au charbon puisse continuer d'être providentiel sur le long terme? Ce n'est pas possible parce que gouverner, c'est décider, c'est choisir. Donc, il va faire des choix qui ne vont pas plaire au peuple. Donc, à un moment donné, quelle que soit sa réputation, quelle que soit sa bonne foi, il y aura des problèmes. Donc, il ne peut pas rester éternellement providentiel. C'est pourquoi l'homme providentiel aujourd'hui ne peut qu'avoir un rôle symbolique. Si vous avez un rôle symbolique dans nos sociétés aujourd'hui, vous êtes un pacificateur, vous êtes un recours en termes de conflit, là, vous pouvez être providentiel. Mais un homme providentiel ne peut pas être au pouvoir. Ce n'est plus possible. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur certains organismes qui ont vu le jour dans les années 90 dans la quasi-totalité des pays africains, qui sont donc dotés d'organismes de gestion des élections, c'est-à-dire des commissions électorales dites indépendantes ou autonomes, qui visiblement n'échappent pas aussi aux critiques à chaque élection. Qu'en pensez-vous et quelle est là aussi leur crédibilité? Donc déjà, dans les pays, dans les grandes démocraties comme on les appelle, vous remarquerez que les élections sont organisées par les structures étatiques. C'est le ministère de l'Intérieur, le ministère en charge de l'administration territoriale qui organise les élections. Ça, c'est un fait. Donc, de ce fait-là, eh bien, l'apparition des commissions électorales en Afrique et leur prospérité, on va dire ça comme ça, découle du fait que, en réalité, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec par rapport déjà à la base. C'est un aveu d'échec de l'État à pouvoir organiser la confiance suffisante des citoyens dans son fonctionnement. On parlait tout à l'heure de démocratie formelle, nous y sommes en plein. Et donc, le processus d'élaboration, de mise en place des commissions électorales, eh bien, ces processus-là sont dus au fait que, à un certain moment, on s'est bien rendu compte que les citoyens ne font pas suffisamment confiance au gouvernement, à l'État pour pouvoir organiser des élections. Donc, il a fallu mettre en place une structure qui puisse le faire. Bon, maintenant, comme on le dit souvent, oui, bon, comme on le dit souvent, le chemin l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'intention était certes bonne au départ, mais le fait que ces structures continuent à survivre après tant d'années de cheminement démocratique montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non seulement elles n'ont pas eu suffisamment il n'y a pas eu suffisamment de confiance non plus vis-à-vis de ces commissions, parce que ces commissions ont très souvent fait polémique dans la plupart des cas, que ce soit leur composition, que ce soit les compétences même intrinsèques des membres qui forment ces commissions, dû au fait que la plupart du temps, c'est des gens qui n'avaient pas d'expérience électorale particulière. Et tout ceci a participé donc à rendre le processus électoral encore plus explosif, alors que ces commissions étaient censées justement faire une sorte de consensus et apaiser le jeu social. Oui, je pense aussi que ces institutions étaient opportunes dans la mesure où nous avons des administrations qui ne sont pas du tout déconnectées ou indépendantes du monde politique. Nos administrations sont politisées à tel point qu'on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas leur faire confiance pour organiser des élections. Surtout que les élections en Afrique sont toujours sujets à de la contestation. Et c'est justement là le problème, parce que le contentieux électoral est un fait normal. C'est normal qu'après des élections, il y ait des recours. Mais chez nous, c'est systématique.
il y a des élections qui sont déjà contestées même avant d'avoir lieu. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait un minimum de crédibilité si l'administration qui dépend du pouvoir politique est celle qui organise les élections? Ceci dit, nous avons le talent, nous avons du génie pour pervertir les choses. Parce que les institutions, les commissions électorales qui étaient de très bonnes, qui étaient une trouvaille assez astucieuse à mon avis dans le temps, sont devenues aujourd'hui des cauchemars parce que tout le monde a peur, parce qu'on a l'impression que c'est véritablement, elles sont devenues des boîtes à fraude, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, comment est-ce qu'elles fonctionnent, et la contestation aujourd'hui ne fait que grandir simplement parce que les hommes politiques n'ont pas permis que ces institutions soient indépendantes. Elles ne sont indépendantes ou autonomes que de nom. Et d'ailleurs, qui voudrait organiser des élections et laisser les institutions qui organisent les élections aux mains d'autres. Donc, nous sommes à un niveau de défiance et tel que ces institutions qui étaient de bonnes trouvailles, une bonne imagination, sont devenues aujourd'hui des cauchemars, comme je le disais. Alors, dernière question, messieurs. Il y a une dépendance politique et économique un peu disproportionnée de la plupart des pays africains envers leurs anciennes colonies, vraiment par rapport aux pays étrangers. Pour ce qui est notamment de la légitimité internationale des leaders africains, est-ce qu'encore aujourd'hui, les puissances étrangères jouent un rôle déterminant dans le processus électoral des pays africains? Absolument. Nous sommes en pleine interférence extérieure en Afrique. Non seulement il y a eu dès le départ la récupération des processus démocratiques par les puissances occidentales et autres à leur propre compte, mais il y a également, aujourd'hui ça se poursuit même au plan économique, de toute façon ça n'a jamais disparu, ce qui fait que nous sommes dans des sortes de démocraties, en fait des démocraties otages. Nous sommes des démocraties en otage. En otage déjà au plan politique, parce que nous n'avons pas la maîtrise de notre agenda national. Déjà ça c'est un premier point. Nous n'avons pas la maîtrise de notre agenda national. L'une des expressions de ce que je dis, c'est dû au fait que parfois même pour organiser des élections, on recourt à l'aide internationale. On appelle l'étranger au secours pour organiser des élections, 60 ans après les indépendances. Il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect, nous sommes pris en otage également au plan économique. La plupart même parfois en Afrique, parce que ce n'est pas tous les pays africains, ceux du Nord parfois, et de l'Afrique australe parfois ont pu prendre une relative liberté vis-à-vis de ces institutions. Nous dépendons économiquement du FMI, de la Banque mondiale. Pour un oui ou pour un non, nous sommes obligés de solliciter le FMI, nous sommes obligés de solliciter la Banque mondiale, et même parfois nos politiques économiques sont décidées depuis Washington. Donc il y a un gros problème qui se pose. Il nous faut absolument en Afrique aujourd'hui réinventer un imaginaire politique, un imaginaire social, un imaginaire économique qui corresponde véritablement aux enjeux de l'heure. Oui. Je pense aussi qu'il y a quand même un discours qu'il faut déconstruire. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de construction sociale où l'esclave peut se faire passer pour le maître. Nous sommes dans des configurations politiques et économiques qui font que, au fond, des États qui dépendent des ressources de l'Afrique se font passer pour ceux qui aident l'Afrique. Et nous plaisons... L'aide au développement? Oui, et bien d'autres choses. En réalité, il y a plein d'États qui dépendent des États africains pour vivre. Mais ces États se font passer pour ceux qui aident les Africains. Donc je pense qu'il y a une grande déconstruction à faire pour qu'on change un peu la façon de voir les choses. Et comme il a si bien dit, il faut créer un autre imaginaire politique. Et c'est la condition de l'épanouissement du politique en Afrique. Sinon, nous allons évoluer dans des schémas où même si ce que nous pensons, ce que nous voulons faire est bien, il faut que le maître vienne nous donner d'abord son onction. Et cette onction n'est rien d'autre en réalité que la copie conforme des solutions qui ne marchent pas chez lui. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien les pays développés, on voit comment c'est gouverné. Ils ne sont pas plus démocratiques en réalité. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de violence politique ou de violence électorale. Sinon, en réalité, c'est des modèles qui ne marchent plus. La démocratie libérale a montré toutes ses limites. Le modèle économique dominant a montré ses limites. La petite crise de Covid-19 a montré que nous sommes dans un monde où on ne maîtrise absolument rien. Mais ces gens-là viennent nous donner des leçons, viennent nous faire reproduire des schémas qui ne marchent pas chez eux. Et nous sommes très heureux d'applaudir. Écoutez, c'est sur ces pensées que s'achève cette émission. Messieurs, merci infiniment
pour tous vos éléments de réponse. J'espère que ça aura permis d'éclairer les lanternes de nos concitoyens et puis de tous les téléspectateurs qui nous suivent habituellement. Merci à vous, merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour des émissions spéciales consacrées au terrorisme. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et sur Radio Côte d'Ivoire.